Bonjour monseigneur. Bonjour Roselyne, bonjour à tous les auditeurs. Alors monseigneur, aujourd'hui nous allons aborder un sujet délicat, mais qui est revenu au premier plan en raison de sa remise en question dans certains États des États-Unis, et aussi par son inscription l'an passé dans notre Constitution française. Il s'agit, vous l'aurez sûrement compris, de l'avortement. C'est en outre le 50e anniversaire de la loi de Madame Simone Veil. Comment comprendre cette difficulté récurrente de trouver un consensus? Eh bien, c'est vrai que l'avortement, c'est une question qui n'est pas résolue. On pourrait penser que depuis 50 ans, c'est rentré dans les mœurs. C'est pas rentré dans les mœurs tout simplement parce que ce n'est pas anodin. Madame Simone Veil disait d'ailleurs à l'époque, l'avortement est un drame et ce sera toujours un drame. Et ça, on a un peu oublié ça. Ce sera toujours un drame parce que, effectivement, moi j'ai eu l'occasion de suivre des dames qui avaient pratiqué l'avortement et elles restent marquées par cela. Elles disent, ah ben tiens, il aurait 10 ans aujourd'hui, etc. Donc, c'est pas si simple que cela. Comme si c'est pas, vous voyez, c'est pas un kyste qu'on enlève. Et donc, ça reste, ça revient, c'est compliqué. Donc la question, elle sera toujours sur la table à mon avis, parce que c'est pas franchement nouveau. Il y a des recettes abortives chez l'empereur Shamnung en Chine, 2000 ans avant Jésus-Christ. Et donc vous voyez que c'est quand même pas, c'est spécifique à l'homme. Enfin, en tous les cas, ça existe. Et puis, je sais plus quel écrivain romain disait que les femmes romaines se faisaient engrosser, pardon, aussitôt après avoir avorté. Donc, je ne sais plus si c'est Tacite ou je ne sais plus, il faudrait que je retrouve. Mais en tous les cas, donc c'est quelque chose de pas nouveau, c'est pas du tout moderne. Mais c'est toujours une question. Qu'est-ce que cela veut dire? Et voilà pourquoi ça revient sur le tapis et que ça sera jamais vraiment résolu. Il faut quand même comprendre que c'est un drame. C'est un drame. Alors c'est un drame qu'on essaie de résoudre comme on peut, mais c'est un drame. De toute façon, l'avortement. Et aujourd'hui, on dit c'est un droit pur et simple. C'est pas si simple que cela, parce que sinon, ça ne reviendrait pas sur la table tout le temps. Et alors, que répondez-vous à ceux qui disent que l'embryon n'est qu'un amas de cellules? Est-ce que cette affirmation, qui se trouve dans le livre du professeur Bernard Debré, et qui bénéficie donc d'une certaine aura scientifique, puisque c'est lui qui l'a affirmé? Oui, c'est sûr. Moi, je suis étonné de voir ça sous la plume de Bernard Debré, parce que c'est quand même un professeur de médecine. Il devrait quand même mieux connaître la science que cela, il me semble, parce que, en fait, c'est un amas de cellules. Il avait écrit ça, je crois, dans un livre qui est paru en 2005, sur la revanche du serpent ou la fin de l'Homo sapiens. Et donc, il parle de ça, et il cite cela, l'embryon n'est qu'un amas de cellules. Non, non, de fait, scientifiquement, c'est faux, parce que dès le stade unicellulaire, c'est-à-dire que quand c'est une cellule, ça s'appelle un zygote, l'embryon possède lui-même un nouveau principe d'organisation qui ne dépend pas de sa mère. Il est humain par sa génétique déjà, puisqu'il a une génétique complètement différente de ses parents, et il est organisé tout simplement parce que ses axes sont déjà définis. Vous voyez, son développement se réalise par la multiplication et la différenciation cellulaire. Une cellule ne va pas reproduire la même cellule. Une cellule va se différencier et produire justement un corps avec des organes. Et donc, l'embryon est organisé par et pour l'individu lui-même. C'est lui qui s'organise. C'est pas la mère, c'est pas le corps de la mère qui commande comment l'embryon va se développer. Et donc, si c'était un amas de cellules ou si c'était une cellule corporelle, elle se reproduit à l'identique. Déjà. Donc, le principe qui régit le fonctionnement est intrinsèque, alors qu'un amas de cellules, le principe qui régit sa multiplication est extrinsèque, et dans dehors. Voilà, une cellule ou un groupe de cellules fait partie d'un tout. Les cellules du foie, ça fait partie d'un tout. Mais elles ne peuvent pas vivre et se développer par eux-mêmes. Alors que si la cellule est une sorte d'usine chimique informatisée, le programme est inscrit dans l'ADN de l'organisme dont elle fait partie. Alors que l'embryon, lui, il est lui-même son information. Il possède lui-même son information qui va lui permettre de se déployer. Ce n'est pas du tout pareil. Si vous voulez, pour prendre une comparaison, la cellule, c'est la partie d'un tout et l'embryon s'organise comme un tout.
pour prendre une comparaison d'actualité, je dirais, c'est exactement la différence qu'il y a entre un tas de pierres et une cathédrale. Vous voyez de quoi je parle, hein, à quoi je fais allusion? Bon, voilà. Et donc, c'est ça. C'est ça. Et donc, non, dire qu'un embryon est un amas de cellules, non, c'est faux. C'est scientifiquement faux, déjà. Enfin, je suis désolé pour le professeur Bernard Debré, mais force est de constater que ce n'est pas exact. Mais il y a les féministes, elles, qui défendent l'avortement. Elles le font au nom de la libre disposition du corps de la femme, vous le disiez tout à l'heure, et elles disent « c'est mon corps, j'en fais ce que je veux ». Alors, qu'est-ce que vous leur répondez? C'est que l'enfant est dans leur corps, mais ce n'est pas leur corps, de fait. Oui, leur foie, c'est leur corps. Elles peuvent, leur rein, c'est leur corps. Si elles veulent donner un rein pour le greffer à quelqu'un qu'elles aiment, elles peuvent le faire. C'est leur corps, elles en font ce qu'elles veulent. L'enfant qui est accueilli en elle, il est accueilli en elle, mais il n'est pas elle. D'ailleurs, on le sait, hein, dès la conception, le zygote, c'est-à-dire l'être unicellullaire dont on parlait au début, là, est un patrimoine génétique nouveau. Il est unique, absolument unique. Il est différent de ses parents. Chaque parent apporte chacun une partie du génome. Alors, c'est le spermatozoïde qui amène, enfin, l'ovule à 22 chromosomes plus un chromosome X. Le spermatozoïde, soit il amène 22 chromosomes plus un chromosome X, soit 22 chromosomes et un chromosome Y. Si c'est Y, ça devient un garçon. Si c'est X, ben, c'est une femme. C'est une fille. Donc voilà, c'est simple. Hein, mais justement, à partir du moment de cette rencontre où il y a la fusion des gamètes, à ce moment-là, ces deux-là qui sont des gamètes, le spermatozoïde, lui, ne sont pas faits pour durer du tout. Hein. En revanche, une fois que l'embryon est constitué, lui, il est fait pour se développer et pour vivre. Et donc, celui-là, il a tout de nouveau, il est un être tout à fait à part, il n'est ni son père ni sa mère dès le début, dès le commencement. Et donc, voilà, les cellules sexuelles qu'amènent les parents, parce que chacun des deux parents est quand même à l'origine, hein, donc l'enfant est aussi du père. Il faut que le père aussi prenne ses responsabilités dans cette affaire. Hein. C'est peut-être ça, pour ça aussi qu'il y a des avortements, parce que des hommes ne prennent pas leurs responsabilités, c'est quand même eux qui ont constitué une partie du patrimoine génétique. Hein. Donc, voilà. Et donc, l'embryon n'est pas une partie du corps de sa mère, il est accueilli pour un temps, pour le temps de la gestation, qui normalement, elle, lui apporte la protection, l'alimentation et l'oxygénation. Ben, au fond, comme elle le fera plus tard quand il naîtra. Hein. Si le petit bébé, personne ne s'en occupe, il meurt. Hein. Un petit bébé, un petit humain, contrairement aux animaux qui ont suffisamment de potentiel pour pouvoir essayer de survivre, le petit bébé lui meurt parce qu'il ne sait rien faire. Mais rien faire. Donc il est obligé de tout acquérir déjà et il a besoin d'être nourri, d'être soigné, qu'on prenne soin de lui et d'être aimé parce qu'on sait aussi qu'un enfant peut se laisser mourir s'il n'a aucune affection, aucun amour. Donc voilà. Et l'embryon, donc l'embryon c'est ça. La maman lui apporte l'alimentation, la protection, incontestablement. Il n'y a que l'oxygénation qui est différente. C'est-à-dire que l'enfant va se constituer peu à peu et à la naissance, juste avant la naissance, tout fonctionne. Hein. Mais la maman lui apporte l'oxygène par le cordon ombilical, bien sûr. Et au moment de la naissance, quand on sort l'enfant, ce qu'on regarde, c'est la respiration. Et donc, on coupe le cordon ombilical et on y crie. Enfin, s'il ne crie pas, on l'aide à crier un peu, quoi. Pour qu'il crie, pour que quand il crie, l'appareil respiratoire se mette en route. Et voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment l'oxygénation qui devient autonome par la respiration. Mais la vie de cet embryon, c'est un phénomène d'émergence dans lequel l'homme et la femme sont responsables ensemble de cette vie. J'insiste, hein. Et commence par l'association de deux éléments qui donnent le nouvel être qui possède les propriétés que ne possédaient pas les deux éléments d'origine, c'est-à-dire les parents. Voilà. Et donc, la libre disposition de son corps. Alors ça, c'est une règle de droit, c'est autre chose. Je parlais simplement pour dire que l'embryon n'est pas le corps de la femme, c'est incontestablement. Et le corps de la femme accueille cet embryon, c'est sûr. Ce qu'elle peut dire, c'est « mon utérus m'appartient ». Mais celui qui est à l'intérieur de l'utérus, non, ce n'est pas elle, ça ne lui appartient pas, et elle en est responsable. Mais
C'est pas parce qu'on est responsable de quelque chose que ça nous appartient. La libre disposition du corps, donc, c'est quoi? Au départ, c'est permet la protection de l'individu contre tout ce qu'autrui voudrait lui imposer. C'est ça la règle de droit. C'est-à-dire, pour se protéger de l'esclavage, des relations sexuelles non consenties, la séquestration, etc. C'est ça, la libre disposition de son corps, c'est une règle légale. Donc, mais dans ces cas-là, la menace vient de l'extérieur. Et cette disposition légale est là pour protéger de la force et de l'arbitraire. Or, l'embryon, lui, ne présente pas une menace pour sa mère. Et sa présence est due, a priori, à un acte volontaire de la personne, sauf en cas de viol. S'il existe une difficulté pour assumer la grossesse, c'est la collectivité qui doit aider les personnes, mais ne pas les rendre irresponsables. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai vu, c'est que les femmes enceintes se voient souvent poussées à l'avortement par le conjoint. Quand j'étais médecin, les femmes venaient. En général, elles venaient seules parce que le monsieur n'avait pas le courage de venir, ou alors il n'était pas là du tout. Mais et elles sont acculées parce qu'elles portent la responsabilité, parce qu'elles portent l'enfant. Et lui, il se lave les mains, ou alors il ne se lave pas les mains, il veut bien assurer, mais il ne vient pas trop, quoi. Je veux dire que ça, c'est étonnant, et voilà, enfin, c'est pour ça qu'il y a un délai de réflexion qui est de plus en plus raccourci, entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi, puisqu'au contraire, on a augmenté le délai de l'avortement. Jusqu'à 14 semaines. À 14 semaines, c'est pareil. Ils sont gentils, les législateurs, ils nous font faire des choses, là, nous médecins, avec la loi sur l'euthanasie, mais ça c'est autre chose, c'est bien. Mais quand même, c'est pas les politiques qui vont pousser la seringue. Et là, c'est pareil, quand il faut détruire, parce que c'est bien le mot, détruire un enfant dans le ventre de sa mère à 14 semaines, il faut commencer par prendre une pince qui écrase la tête. Je suis désolé, mais ça, je ne sais pas à qui ça fait plaisir, mais certainement pas aux médecins. En tous les cas, moi, je suis incapable de le faire. Donc, vous voyez, les politiques décident des choses au nom d'une supériorité quelconque, parce qu'ils ont fait normal sup, je ne sais pas. Mais en tous les cas, qui viennent faire le travail, après on en parlera. Même le professeur Nizan, qui est pourtant pour l'avortement, a dit que 14 semaines, c'était terrible. Et donc, prenons en compte quand même ceux qui font le travail. Merci. Alors, si on regarde maintenant au niveau législatif, on voit que l'embryon n'a aucune protection juridique, aussi vulnérable soit-il. On l'a vu récemment avec l'affaire de Pierre Palmade, qui a été responsable de la mort d'un enfant alors que la maman était sur le point d'accoucher. Était-il encore un fœtus sans droit ou un enfant déjà né? Dans le second cas, il y aurait eu homicide involontaire, mais pas dans le premier cas. Alors, pour justifier l'avortement, certains disent que l'embryon n'est pas vivant tant qu'il n'est pas viable. Vous comprenez cela? Oui, alors, bon, on a plusieurs choses à traiter. D'abord, l'embryon n'a pas de protection juridique, ça c'est vrai. Et vous citez l'affaire Palmade, triste affaire justement qui a provoqué cet accident en étant sous l'effet de la drogue. Une dame était enceinte, elle était sur le point d'accoucher. Bon, l'enfant qui était en elle est mort. Donc, je me rappelle que les juges ont regardé si l'enfant avait respiré ou pas. C'est-à-dire que s'il avait respiré, ça veut dire, comme je vous le disais tout à l'heure, précédemment, ça veut dire on doit le considérer comme né. Mais avant, ben non. C'est-à-dire qu'avant, il n'a pas de droit. C'est-à-dire qu'il n'est pas considéré, alors que s'il était né, il aurait eu des droits. Pourquoi un enfant, à quelques minutes près, a des droits et n'en a pas? C'est quand même étonnant. Alors, sur le plan de la personnalité juridique, eh ben, on voit que ça peut être ressenti différemment. Si on regarde les traditions du droit déjà, dans le droit romain, on voit ça au IIe siècle après Jésus-Christ, c'est dans les institutions de Gaius. Le droit romain distingue entre choses et personnes. Et donc, l'embryon ne peut pas être rangé dans la catégorie des choses. Aussi, la tradition germanique, c'est-à-dire le rapport Benda en 1984, donc Benda, c'est un député allemand. Les Allemands, comme ils sont fondés sur le droit romain, eux, ont dit, on ne peut pas considérer que l'embryon est une chose. Et donc, il y a une plus grande protection de l'embryon juridique chez les Allemands que dans les autres pays, et notamment en Angleterre, où c'est la common law, qui ne repose pas sur le droit romain de personnes et choses, mais plutôt sur une autre
sur la tradition, la common law, c'est réduit l'homme au statut de moyen soumis à des intérêts supérieurs. Et donc la distinction entre personne et chose n'est pas clairement définie. On voit bien d'abord le rapport Warnock, toujours en 1984, là où s'est posé vraiment les questions sur l'embryon. Qu'est-ce que c'est que l'embryon? Le rapport Warnock, Lady Warnock était donc membre de députation, alors je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas, elle a décidé que la législation anglaise adopte la notion de pré-embryon et qui ne bénéficie d'aucun statut jusqu'au 14e jour. Et donc, c'est pour ça qu'en Angleterre, on a fait des expérimentations sur les embryons, entre parenthèses. Et la France, bien que nous soyons influencés par le droit romain, a préféré s'en tenir à une définition mi-juridique, mi-philosophique de personne potentielle. C'est-à-dire que donc c'était le Comité consultatif national d'éthique, toujours en 84, hein, c'est toujours vraiment cette année, et qui a parlé de personne potentielle. Ça veut dire quoi, potentiel? Est-ce que c'est une notion physique? On connaît ou une notion philosophique, la personne potentielle, la personne en acte. Ou alors donc du coup on ne sait pas très bien, et du coup comme c'est complètement flou, l'embryon ne dispose d'aucune protection juridique, aucune, absolument aucune. Et donc ça pose quand même un problème, parce que c'est quand même un être humain, et pas seulement en devenir, il est déjà un être humain, il a tout de l'humain. Donc est-ce que le bébé est plus humain que le jeune homme de 20 ans? Ben, on considère qu'il est humain. Alors l'humanité, c'est une continuité, depuis le zygote jusqu'à la mort. Oui. Ben oui. Donc, voilà. Enfin, bref. Donc, du coup, on est quand même un peu dans cette contradiction. C'est la Cour de cassation qui, en ultime instance, comme il ne savait pas quoi faire à propos de a décidé que l'enfant à naître ne relève pas de la qualification de personne humaine dès lors qu'il dépend de textes particuliers visant l'embryon ou le fœtus. C'est-à-dire qu'on a renvoyé l'embryon et le fœtus à une autre catégorie, mais qu'on n'a jamais définie. Donc il y a un vide juridique français sur l'embryon, et qu'aujourd'hui, aucun parti politique ne veut éclaircir. Alors après, il y a la question philosophique. Bon, il y a encore deux traditions différentes, la tradition latine et la tradition anglo-saxonne. La première, est-ce que l'embryon est une personne, oui ou non? Dans la tradition classique, c'est la personne, c'est l'être en soi. À partir de la définition traditionnelle de Boès, qui vivait au 5e siècle, là, il a parlé de substance individuée de nature rationnelle. Mais la seconde anglo-saxonne dépend de John Locke, qui va privilégier la relation interpersonnelle consciente. C'est l'être vers et non pas l'être en soi. Et donc, puisque l'embryon ne rentre pas en relation consciente, il n'est pas considéré comme une personne. Vous voyez, donc, il y a un déplacement de la notion de nature rationnelle à celle de conscience autonome. C'est toute la question d'autonomie, vous voyez. Évidemment, l'embryon a une conscience autonome, mais est-ce que le bébé à la naissance a une conscience autonome? Ça, il faudrait Oui, certainement, mais peut-être que l'embryon aussi, entre parenthèses, mais quelle autonomie, enfin, au moins quelle conscience autonome? Vous voyez, l'autonomie, ça veut dire être capable de poser des actes, mais ça veut dire que les personnes handicapées ne seraient pas dignes, ne seraient pas des personnes. On en arrive à ça quand même. Hein. Et donc, on voit bien que le risque de mettre en balance l'être et l'avoir. J'ai toutes les qualités pour, ou je ne les ai pas. Et c'est vrai, hein, on arrive à avoir ce problème. Par exemple, si je prends l'exemple de seuil d'humanité, à partir de quand on est humain? Francis Crick, qui est le co-découvreur de la structure hélicoïdale de l'ADN, osait affirmer en mai 84, toujours pareil, hein, 84, c'est étonnant, hein, tout s'est décidé là, dans la revue La Recherche. Je le cite, écoutez bien. Aucun enfant nouveau-né ne devrait être reconnu humain avant d'avoir passé un certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique. S'il ne réussit pas ces tests, il perd son droit à la vie. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est terrible. C'est terrible. Et c'est un grand scientifique hein, qui a eu un prix Nobel. Donc voilà, on en est là et nous sommes vraiment devant une vraie situation délicate. Alors, on a aussi Michael Touley de l'Université du Colorado, je le cite au score, les nouveaux-nés humains, alors il ne parle pas d'embryons, hein, les nouveaux-nés humains ne sont ni des personnes, ni même des quasi-personnes,
et leur destruction n'a donc rien d'intrinsèquement mauvais. C'est terrible parce qu'on parlait d'avortement qui date depuis très très longtemps chez les Romains, mais chez les Romains, il y avait aussi l'exposition. C'est le pater familias, le père, qui décidait quand l'enfant était né s'il le gardait ou pas, s'il était son enfant. S'il ne le gardait pas, on l'exposait, comme on disait, c'est-à-dire qu'on l'abandonnait sur un tas de fumier et il était dévoré par les chiens. Et c'est les chrétiens qui ont lutté contre ça. On voit ça dans la lettre à Barnabé, on voit ça dans les lettres, dans les premières lettres chrétiennes, qui, d'ailleurs, un des grands auteurs chrétiens, qui est le pasteur d'Hermas, est un enfant recueilli par les chrétiens, sur un tas de fumier, justement. Et donc, vous voyez, on en arrive quand même à une certaine forme de je ne sais pas comment appeler ça, barbarie, si on pousse vraiment les choses à l'extrême. Merci, Monseigneur, de nous avoir aidés à mieux appréhender ce sujet ô combien complexe. Merci de vos lumières. Et puis, nous vous disons à la semaine prochaine avec joie, toujours. À la semaine prochaine. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, Roselyne. Au revoir à tous.